Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un article qui s'est intéressé au lien entre la force des muscles du tronc, voire des membres inférieurs, et les douleurs d'épaule. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de ce thème-là, c'est parce que je suis invité à intervenir sur une conférence qui est organisée à Nice, qui s'appelle le Nice Shoulder Course. Donc c'est quelque chose qui existait déjà depuis pas mal d'années, il me semble que c'est la 10e édition pour les chirurgiens. Et depuis plusieurs éditions, donc il y a un événement qui est réorganisé tous les 2 ans, il me semble. Depuis plusieurs éditions, il y a aussi un congrès parallèle de rééducation et aussi un congrès parallèle de soins infirmiers. Voilà, donc je remercie Patrice Duplan qui co-organise le congrès rééducation de m'avoir invité à intervenir. Et quand Patrice m'a demandé ce sur quoi je voulais intervenir, moi je lui ai proposé d'intervenir sur le thème de l'influence de la chaîne cinétique, donc du reste du corps, membre inférieur et tronc, sur les problématiques d'épaule, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, déjà j'avais découvert une première fois dans la formation de Jeremy Lewis, et j'ai découvert encore un peu plus avec Joe Gibson, qui elle notamment propose des moyens d'évaluer ça pour chaque patient pour voir si ça peut être pertinent de s'en occuper. Et donc du coup, vu que j'ai prévu de faire une intervention, eh bien pour moi c'était l'occasion d'aller me plonger un peu plus dans la littérature sur ce sujet-là. Et un des premiers articles que j'ai trouvé, donc c'est l'article dont je vais vous parler pour démarrer. C'est un article qui a été publié par des chercheurs au Brésil, une équipe de chercheurs au Brésil. Et en fait, eux, ils se sont intéressés donc à l'influence de la stabilité du tronc. Ils ont essayé de voir s'il y avait une corrélation entre la stabilité du tronc et la présence de douleurs d'épaule. Alors, je reprends mes petites notes. Donc, dans l'introduction, ils parlent de ce lien-là, donc leur questionnement entre est-ce qu'une douleur ou des blessures à l'épaule, est-ce qu'il peut y avoir une corrélation avec une bonne ou une moins bonne stabilité du tronc. Dans l'introduction, ils mentionnent le fait que selon 3 études, il y aurait potentiellement un lien, au moins une corrélation, alors que dans 2 études, ce lien n'a pas été retrouvé. Donc, comme il y a des données contradictoires, ils ont voulu faire leur étude à eux par rapport à la population qui les intéressait. Et juste pour préciser, quand ils parlent de stabilité du tronc, donc quand je vais parler de stabilité du tronc, ils parlent de capacités, alors à la fois des capacités musculaires, tant en force, en endurance et en puissance des muscles du tronc, mais aussi des capacités de contrôle neuromusculaire, donc de commande de ces muscles par le système nerveux. Alors, une des données qui rapporte dans l'introduction pour justifier l'envie d'aller chercher ça, d'aller rechercher là-dessus, c'est le fait qu'il y a des études de biomécanique qui ont étudié les mouvements de lancer, et pas mal de mouvements de lancer, notamment dans le baseball. Et donc, dans ces études-là, ou du moins dans une de ces études-là, il a été évalué que par rapport à la force cinétique transmise à la balle, en fait, 55% de cette force cinétique était générée au niveau du tronc, par des muscles du tronc. Et ce qu'ils ont montré, c'est que si on diminuait de 20% la force produite par les muscles du tronc, eh bien on se retrouvait à devoir augmenter, donc ils observaient une augmentation de la vitesse de rotation au niveau de l'épaule de 34%. Donc moins de force produite au niveau du tronc augmente le travail et les contraintes au niveau de l'épaule. Donc voilà, ils se sont dit, est-ce qu'on peut identifier une corrélation entre la présence de symptômes à l'épaule et une bonne ou une moins bonne stabilité du tronc, mais aussi le niveau est-ce qu'il y a une corrélation avec le niveau de force des muscles rotateurs de l'épaule. Alors avant d'aller plus loin sur l'étude et de vous expliquer la méthode, comme vous le voyez, j'ai mis un t-shirt intéressant avec une licorne dessus. Alors ça, c'est notamment parce que j'ai 2 petites filles de 3 et 5 ans, et donc du coup forcément les licornes ça leur parle, mais c'est aussi parce que je vais vous en reparler à la fin de ce vlog. Je fais un petit teasing, en espérant que ça vous aidera à être courageux et à rester jusqu'à la fin, mais ce t-shirt il a un lien avec l'épisode.
Voilà. Alors, revenons à l'article. Au niveau de la méthode, donc ils ont fait une étude transversale. Ils ont pris 55 sportifs qui pratiquaient un sport de lancer, et c'était des jeunes sportifs de moyenne d'âge de 21-22 ans. Il y avait deux groupes, voilà, 21-22 ans. Et donc ces sportifs-là faisaient au moins 3 jours par semaine d'entraînement, plus de la compétition. Ils ont inclus 25 sujets qui avaient des symptômes à l'épaule et 30 sujets qui n'avaient pas de symptômes à l'épaule. Alors, autant dire tout de suite, les sujets qui étaient inclus, qui avaient des symptômes à l'épaule, ils n'avaient pas des symptômes très avancés. Dans les critères d'évaluation qu'ils ont utilisés, un des critères d'évaluation, c'était un questionnaire sur l'incapacité, le SPADI, que j'ai déjà utilisé moi dans une étude que j'ai conduite dans le passé. Et le score moyen au SPADI de ces personnes avec des symptômes, c'était 20 sur 100, sachant qu'à 0, on a une épaule parfaite. 20 sur 100, c'est pas un niveau de douleur et d'incapacité très, très avancé. Ça peut avoir son importance. Dans leurs critères d'exclusion, donc du coup, ils avaient exclu les sujets qui avaient eu des douleurs au niveau des membres info du tronc dans les 3 mois qui précédaient l'étude, et aussi les sujets qui avaient eu des antécédents de fractures au niveau membre inférieur et ou du tronc. Alors au niveau de l'évaluation, comme je vous l'ai dit, ils ont utilisé un questionnaire qui porte sur la douleur et l'incapacité, le SPADI, un deuxième questionnaire que je ne connaissais pas, qui est le ASORS, voilà, un deuxième questionnaire. Donc ils ont donné des résultats qui correspondaient assez. Ils ont demandé à chaque sujet leur niveau de satisfaction par rapport aux capacités de leur épaule pour pratiquer leur sport. Donc ça c'était sur une échelle de 0 à 10. Ils ont mesuré leur amplitude de rotation passive. Ils ont mesuré avec des tests l'endurance des muscles du tronc, des fléchisseurs, des extenseurs et des muscles latéraux. Ils ont évalué l'équilibre de leur membre inférieur. Et ils ont évalué la force au niveau des muscles, enfin des rotateurs d'épaule, donc avec un protocole d'isocinétisme en concentrique pour rotateur interne, rotateur externe. Alors parmi tout, là par rapport aux résultats, parmi tout ce qu'ils ont évalué, bien sûr ils ont trouvé une différence dans les questionnaires d'incapacité de douleur, vu qu'il y avait des sujets qui avaient des symptômes et d'autres qui n'en avaient pas. Donc, encore une fois, les niveaux d'incapacité de douleur n'étaient pas très avancés dans le groupe symptomatique. Et ce qu'ils ont trouvé comme différence, donc d'abord, ils n'ont pas trouvé de différence pour les amplitudes passives, pour l'endurance des muscles fléchisseurs ou extenseurs, et pour la force des muscles rotateurs d'épaule. Il n'y a pas de différence entre les gens qui ont des symptômes et qui n'avaient pas de symptômes. Là où ils ont trouvé des différences, c'est sur leur test d'endurance des muscles du tronc, les muscles latéraux. Donc c'était un exercice où la personne était attachée sur le côté, devait décoller le tronc. Je vous mettrai l'image issue de l'article. Et donc là, l'endurance des muscles latéraux du tronc était moins bonne chez les sujets symptomatiques que chez les sujets qui n'avaient pas de symptômes. Et le deuxième test où ils ont trouvé des différences, c'est le test de stabilité qu'ils ont utilisé pour le membre inférieur, qui consistait à se tenir en unipodal et avec le pied libre, à aller le plus loin possible le long d'un Y avec un trait à l'avant, à l'arrière et en latéral. Mettons si je suis sur mon pied droit, donc avec mon pied gauche, je vais en arrière en latéral et en arrière et en médial. Et donc ils ont trouvé une différence pour les deux directions arrière, à la fois latérale et médiale, lorsque les sujets étaient en équilibre sur le membre inférieur qui était du même côté que leur bras de lancer. Et ils ont trouvé une différence lorsqu'ils étaient en équilibre sur un membre inférieur opposé à leur bras de lancer, mais seulement pour la direction postéromédiale, cette fois-ci. Donc a priori, une différence de stabilité du membre inférieur. Voilà. Alors par rapport à ces résultats, donc, ils ont été voir dans la littérature ce qu'ils pouvaient trouver comme liens avec ce qu'ils ont trouvé. Et donc, dans la discussion, ils mentionnent différentes études, notamment une qui avait été faite dans le baseball, sur le geste du lancer, une étude EMG a priori, où en définitive ils avaient identifié que l'activité des muscles fléchisseurs et des muscles extenseurs dans le mouvement du lancer au baseball
n'était que à certains moments de ce geste-là, mais pas juste à des moments précis et pas tout le long du geste de lancer, alors que l'activité des muscles latéraux du tronc, elle était présente tout le long du geste de lancer. Donc, du coup, ils se sont dit, effectivement, comme ils sont très utiles, enfin, une des hypothèses, ça pourrait être que comme ces muscles latéraux sont très utiles dans ce mouvement-là, s'il y a un déficit, ça peut engendrer une augmentation des contraintes à produire au niveau de l'épaule et potentiellement des symptômes d'épaule. Une autre chose qu'ils ont retrouvée dans la littérature, c'est une étude qui avait identifié une corrélation entre l'activation du moyen fessier et l'activation des muscles scapulo-thoraciques lors du mouvement de lancer. Donc du coup, là ce qu'ils peuvent se dire, c'est qu'effectivement leur test d'équilibre debout, eh bien, ils sollicitent pas mal les stabilisateurs latéraux de hanche, dont le moyen fessier. Donc si le sujet est moins bon, peut-être qu'il a moins de force dans ce muscle-là. Et d'ailleurs, ça c'est une étude suivante où il avait été démontré que la performance sur ce test en unipodal, sur le test du Y, en fait une perte de résultats, de performance dans le test du Y dans les deux directions postérieures avait été corrélée à une diminution de force du moyen fessier. Du coup, ils se disent, tiens, est-ce que nos différences, elles sont pas en train de faire ressortir moins de force au niveau des stabilisateurs latéraux de hanche pour les sujets qui avaient des symptômes dans notre étude, d'autant plus que le test qu'ils réalisent pour tester la force et l'endurance des muscles latéraux du tronc, eh bien, ils sollicitaient aussi les stabilisateurs latéraux de hanche. Et bon, on imagine bien de toute façon que ces muscles-là, dans tout un tas de mouvements, ils vont être synergistes. Ok. Et ce qu'ils ont retrouvé aussi, c'est que, comme dans une autre étude qui avait été conduite chez des handballeurs, et pareil, qui avait évalué des sujets avec des symptômes d'épaule et d'autres sans symptômes d'épaule, ils n'avaient pas réussi à trouver de différence entre ces deux groupes de personnes par rapport à la force de rotation des muscles de l'épaule. Donc du coup, l'idée derrière ça, ce serait de se dire, en fait, il n'y a pas de faiblesse au niveau de l'épaule et le déficit est ailleurs et plus loin. Et ce déficit-là, par rapport à données d'introduction, peut être une des raisons d'une sursollicitation de l'épaule, mais pas la faiblesse de l'épaule qui sera l'origine des symptômes. Donc voilà, au niveau de la conclusion, c'était ça, possible corrélation entre manque de force au niveau des muscles latéraux du tronc et ou de la hanche, et la présence de symptômes à l'épaule. Maintenant, attention, ça reste un lien de corrélation, c'est une étude transversale, il n'y a pas eu c'est pas une étude longitudinale, on ne peut pas définir de lien de causalité. Mais l'idée derrière ça, c'est de se dire, comme on voit potentiellement un lien de corrélation, comme il y a d'autres études qui le voient, peut-être que ça vaut la peine de mettre en place une étude avec un design plus approprié pour éventuellement identifier un lien de causalité. Voilà. Alors, le truc qui est intéressant, c'est que bien sûr par rapport à cette présentation que je vais faire à Nice, je me limiterai pas à un article, donc ça c'est un des premiers articles que j'ai vu. Et un autre article que j'ai vu, donc ça c'est un article qui a été publié par une équipe de recherche aux États-Unis, à Philadelphie, me semble, oui, et donc qui a été dirigé par Marisa Pontillo. Et eux, dans leur étude, en fait ils ont pris des jeunes sportifs lanceurs aussi, même tranche d'âge, la vingtaine, début de vingtaine, et alors là encore plus sportifs parce que eux ils faisaient 10 heures d'entraînement par semaine ou plus, et ils leur ont fait faire aussi des tests d'endurance des fléchisseurs, des tests d'endurance des extenseurs, et eux aussi ils n'ont pas trouvé de différence entre l'endurance des fléchisseurs du tronc et des extenseurs du tronc entre des sujets qui avaient des douleurs d'épaule et des sujets qui n'avaient pas de douleurs d'épaule. Alors, donc ça confirme les résultats de l'étude précédente. Par contre, ce qui est un peu perturbant, c'est que ils ont fait le même test de stabilité unipodale avec le Y là, et donc eux ils n'ont pas trouvé de différence. Il n'y avait pas de différence de performance dans ce test-là entre les sujets symptomatiques d'épaule et les sujets qui ne l'étaient pas. Alors,
Par contre, un des éléments qui mentionne et qui est sans doute important par rapport à ça, c'est que tous les sujets là, sportifs, ils faisaient régulièrement des exercices en unipodal dans le cadre de leur entraînement. Et les sujets qui avaient des symptômes d'épaule étaient soit toujours à l'entraînement, soit ne s'entraînaient plus, mais dès lors qu'ils sortaient de l'entraînement, ils étaient évalués très vite. Donc, de toute façon, ils avaient fait des exercices d'équilibre en unipodal les semaines précédentes, et sans doute depuis longtemps. Donc, on les testait sur un test qui correspondait à des exercices qu'ils faisaient souvent, et donc un test où ils étaient entraînés. Donc forcément, ça mettait un biais dans le fait d'arriver à repérer une différence, vu qu'ils étaient tous entraînés à faire ça. Après, avec des sportifs aussi entraînés que ça, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que si ils leur avaient fait ce test-là à la fin de l'entraînement, dans un état de fatigue avancé, est-ce que là ils auraient vu une différence entre les gens qui avaient des symptômes d'épaule et ceux qui n'en avaient pas? Ça on peut pas savoir. Mais bon. Donc à partir de là, on se dit mais comment ça se fait? Il y a une étude où ils ont trouvé un lien entre la stabilité, les résultats de ce test-là et la présence de douleur d'épaule, et une autre étude avec une population relativement similaire où il n'y a pas de lien identifié. Bon. Donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe vraiment une corrélation entre la capacité des muscles latéraux du tronc, et là sans doute plus stabilisateur latéraux de hanche, et la présence de douleur d'épaule? Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est que dans les références, dans la bibliographie, il mentionne une étude qui a été faite sur des sujets qui ne sont pas des sportifs, qui ressemblent plus à la population de patients qui viennent dans nos cabinets. Donc c'est l'étude de Bayerley et de son équipe qui a été publiée en 2013. Donc en fait dans cette étude-là, ils ont conduit ça dans une clinique spécialisée en Allemagne sur les problèmes d'épaule, et en fait ils ont inclus des patients qui venaient consulter pour des douleurs d'épaule et pour lesquels une pathologie, un label diagnostique avait été posé, et ils ont fait des tests chez ces sujets-là, mais aussi chez des sujets sains. La plupart du temps, les sujets sains, c'était des accompagnants des patients, voire il me semble des membres de l'équipe, ou de la clinique plutôt, mais pour sûr des accompagnements des patients, leur famille ou autres. Les critères d'inclusion là-dedans, c'était qu'il fallait que les patients aient mal depuis au moins 4 mois ou plus, et qu'ils aient une intensité de douleur d'au moins 7 ou plus sur une échelle de 0 à 15. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé 0 à 15 et pas 0 à 10 comme tout le monde, mais voilà. Donc en gros, ça reviendrait presque à du 4 ou 4,5 ou 5 sur 10. Mais bon, peu importe. Les critères d'exclusion, pas d'antécédent de chirurgie des membres inférieurs, pas de blessure du membre inférieur dans les 6 derniers mois, et pas de douleur du tronc ni des membres inférieurs présente au long des tests, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Donc là, le test qu'ils ont fait, c'était un test d'équilibre bipodal sur une espèce de plateforme qui permettait soit des mouvements de bascule antéro-postérieure, soit des mouvements de bascule latérale. Et donc ce qu'ils ont retrouvé, c'est que les sujets qui avaient mal à l'épaule, donc les patients, avaient un moins bon équilibre à ce test-là, bipodal, que les personnes qui n'avaient pas de problème d'épaule. Alors donc du coup, ils ont identifié une potentielle corrélation entre l'équilibre bipodal et les douleurs d'épaule. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas savoir ce qui vient avant. Est-ce que c'est le fait d'avoir mal à l'épaule qui peut perturber l'équilibre bipodal? Peut-être, en tout cas, on peut pas affirmer que le lien il est forcément dans le fait qu'il y ait un moins bon équilibre et que ça puisse être un facteur de risque pour développer une douleur d'épaule. Bon. Dans tous les cas, c'était une population de patients qui correspondait, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment aux patients qu'on va retrouver dans le cabinet. Alors, que faire de tout ça? Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, en fait, c'est plutôt que de se mettre dans une situation où on se dit, bon, il y a une étude qui dit un truc, il y a une étude qui dit l'inverse, et de se dire, je vais choisir mon camp,
et je vais choisir mon camp. Alors souvent on va le faire par rapport à nos biais personnels, etc. Alors, forcément, moi, vu que je vous ai dit que j'étais intéressé par l'influence des membres inférieurs sur des problèmes d'épaule, je vais avoir tendance à voir le fait qu'il y a sans doute une influence. Du fait de mon expérience clinique où je vois vraiment des patients, quand on fait des tests d'amélioration et qu'on implique les membres inférieurs, ça fait une grosse différence pour certains patients dans ce qu'ils arrivent à faire avec l'épaule par rapport à quand on n'implique pas les membres inférieurs. Bon, donc moi j'ai sans doute un biais dans ce sens-là, mais de toute façon, au lieu de se dire je vais choisir une étude et je vais rejeter l'autre, j'aurais très bien pu vous parler que de la première étude et pas du tout de la deuxième. L'idée, ce serait de se dire que, bon, tout d'abord, bien sûr, il y a des limitations méthodologiques dans les études, et peut-être qu'il y a une étude qui est moins bien conduite que l'autre, peut-être que même si c'est bien conduit, ça reste des statistiques, des probabilités, et qu'à un moment donné, on tombe sur des résultats qui ne sont pas aussi généraux que peuvent l'être une étude par rapport à une autre. Enfin, il peut y avoir des biais là-dedans, etc. Mais moi, la proposition que j'ai envie de vous faire, c'est plutôt que d'essayer de voir, de les opposer et de choisir un camp et de se battre les uns contre les autres, comme ça peut arriver sur les réseaux sociaux, en défendant son camp. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme explication qui puisse faire que on intègre toutes ces trouvailles au lieu de les opposer? On les met ensemble et on trouve une explication qui convient et qui nous permet de prendre en compte ces différents résultats. Et du coup, par rapport à ça, je vais revenir à mon t-shirt. En gros, les licornes, il y a tout un tas de gens, alors surtout des petites filles, des enfants, mais bon, on sait jamais. Il y a tout un tas de gens que ça fait rêver. Et il y a plein de gens qui aimeraient en trouver, mais malheureusement ça n'existe pas. Et alors si je vous dis ça, c'est que en fait, si on prend du recul, on sait bien qu'il n'existe pas seulement un facteur de risque pour développer des douleurs d'épaule. Alors bien sûr, c'est séduisant, bien sûr, ce serait confortable de se dire on a trouvé la cause des douleurs d'épaule, et donc du coup ça simplifierait plein de choses. Mais si on fait ça, on oublie déjà cette démarche biopsychosociale où en définitive là on parle d'aspects purement biomécaniques, on est vraiment dans le biomédical, et qu'il y a sans doute des influences psychosociales qui vont faire que une personne va être plus à risque de développer des symptômes qu'une autre, et que ce ne sera pas du tout en lien avec un problème biomédical et biomécanique. Mais même au-delà de ça, même si on reste dans le champ biomécanique, ce qui se passe, c'est que si on cherche absolument à trouver cette cause unique qui va être confortable, qui va nous rassurer, bon déjà si c'est toujours la même chose, moi je trouverais ça un peu ennuyeux, mais on ne trouvera jamais ça. Si on est à cette recherche-là, en fait on cherche une licorne. C'est simple, ça n'existe pas, il n'y a pas une cause, il n'y a pas un facteur de risque pour des problèmes d'épaule. Et en définitive, si on revient aux études qu'on a vues, les sujets de la deuxième étude, celle de Pontillo, qui a été réalisée aux États-Unis, probablement qu'ils n'ont pas de faiblesse, eux, au niveau de leurs muscles latéraux de hanche, par exemple. Et probablement que s'ils ont des symptômes à l'épaule, c'est que c'est dû à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets pour qui une faiblesse au niveau de la hanche ou des membres inférieurs ne peut pas être un facteur de risque. Donc, avec des facteurs de risque différents, on peut obtenir la même pathologie ou les mêmes problèmes. Et de toute manière, en pratique clinique, nous, on évalue des déficits ou des déficiences pour ajuster notre prise en charge. Donc, même si, à un moment donné, il y a des études, alors il y en a peut-être, j'ai pas encore tout exploré, et a priori, il y a quand même un certain volume d'après les cours de Jeremy Lewis et de Joe Gibson, même s'il y a des données fortes en faveur de problèmes au niveau des membres inférieurs et ou du tronc, facteur de risque, c'est un facteur de risque pour développer des douleurs d'épaule. Ça ne veut pas dire qu'avec tous nos patients, on va faire des choses pour les membres inférieurs et pour le tronc. Bien sûr, nous, en pratique au cabinet, on va évaluer des déficits, on va tester, pour ça il nous faut des tests adaptés, on va tester s'il y a des déficits, s'il n'y en a pas, on s'en occupe pas. On va s'ajuster au patient qui est en face de nous.
Donc même si ce lien existe, ça ne veut pas dire qu'il faut s'occuper que de ça et oublier tout le reste. Et donc du coup, un autre élément que je voulais mettre en avant par rapport à tout ça, je suis en train de me perdre dans toutes mes feuilles. Oui, la deuxième chose qui fait que les patients qu'on a au cabinet ne correspondent pas forcément aux patients qui ont été étudiés ici, c'est que dans toutes ces études-là, dès qu'il y avait des antécédents plus ou moins importants ou des douleurs actuelles au niveau des membres info du tronc, eh bien ces sujets-là, ils étaient exclus des études dont je vous ai parlé. Au cabinet, lorsque, alors je sais pas pour votre patientèle, mais moi quand j'ai des patients qui ont mal à l'épaule, et je leur pose des questions sur est-ce qu'ils ont des problèmes de dos, est-ce qu'ils ont eu ou est-ce qu'ils ont actuellement des problèmes de dos, est-ce qu'ils ont eu ou ont actuellement des problèmes au niveau des membres inférieurs, fracture en torse, tendinopathie, quelque chose qui est suffisamment important, qui a été suffisamment important, et si ça l'a été, quelle rééducation ils ont eu derrière, est-ce qu'ils ont réussi à retrouver leur capacité. En fait j'en ai beaucoup qui ont des antécédents ou qui ont actuellement des douleurs. Donc du coup, tous ces patients-là, ils n'auraient pas pu être inclus dans ces études-là, même dans la dernière qui a été réalisée en Allemagne. Et du coup, ce que je me dis, c'est que potentiellement, s'il y a un lien, le lien, il est sans doute d'autant plus pertinent pour ces patients-là. Donc bien sûr que nos tests, ils vont être conditionnés par des données d'interrogatoire, et l'interprétation des tests qu'on va faire avec les patients, bien sûr, elle est conditionnée par des données d'interrogatoire, par un niveau de probabilité pré-test de la potentielle influence d'un problème membre inférieur ou tronc chez ce patient dans sa douleur d'épaule, et notamment d'un point de vue temporalité. Donc si les problèmes membre inférieur et ou tronc étaient antérieurs au développement des problèmes d'épaule. Comment est-ce que ça s'est développé? Est-ce que c'était sur une activité où la personne utilisait ses jambes, son tronc, ça arrive assez souvent, et qu'il a développé des douleurs d'épaule. Voilà. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler. Ce concept-là, il m'a beaucoup surpris au début. J'étais un peu... Au départ, la première fois que j'ai entendu parler avec Joe Gibson, j'étais un peu surpris parce qu'on peut avoir vite des dérives avec des personnes qui vont penser que parce qu'ils ont je ne sais quoi au pied, ils vont développer des maux de tête, ou bon, il peut y avoir des liens qui sont proposés parfois aux patients qui semblent un peu nébuleux. Et là, j'ai eu affaire à d'abord Jeremy Lewis, ensuite Joe Gibson, qui amenait des données de science, qui citait des données de science, qui amenait leur expérience clinique, qui le démontrait avec des patients pendant les formations. Alors bon, ça on en pense ce qu'on veut, mais quand même. Et après, je retrouvais aussi avec mes patients, et notamment avec l'utilisation des tests d'amélioration de symptômes, où le fait d'intégrer l'utilisation des membres inférieurs faisait que un patient levait plus facilement le bras ou avec moins de douleur que si on n'intégrait pas la participation des membres inférieurs, ou du tronc, avec la rotation du tronc. Donc tout ça petit à petit, ça m'a vraiment intrigué, puis convaincu. Et donc maintenant j'ai envie de le partager, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça au congrès prochain de cette année en juin à Nice. Et, et voilà, donc je vais continuer de faire mes petites recherches dans la littérature, approfondir tout ça, essayer de préparer quelque chose d'intéressant pour ceux qui participeront et qui seront intéressés, de venir à Nice en juin. Bon, c'est pas le moins bon endroit pour être en fin de printemps, début d'été. Donc en attendant ce congrès, je vais continuer mon exploration de la littérature parce que je ne vais pas m'arrêter à juste ces quelques articles. Et du coup, je vous invite à me faire un retour comme d'habitude sur cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse vous proposer des choses qui peuvent vous intéresser, et puis améliorer ce que je fais. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'être allé jusqu'au bout. Je vous souhaite du coup de passer des bons moments à vous occuper de vos patients, et je vous rappelle l'importance de ne pas oublier de prendre soin de vous. Voilà, je vous dis à bientôt.